Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Les numéros de positionnement sont les suivants. Sur Watt FM, c'est la fréquence 100.8 en fréquence de modulation. Et sur la télévision Free TV, c'est le numéro 254 du bouquet Canal+. C'est également sur le multiplex de la TNT. Free TV, Watt FM émettent également sur les réseaux sociaux. Bienvenue à cette émission qui reçoit pour vous aujourd'hui une personnalité qui n'est plus à présenter à la scène politique burkinabé. Il s'agit de Monsieur Ahmed Aziz Diallo, ancien député-maire de la ville de Dori, l'homme qui a hérité de son père qui était également député-maire de cette ville-là, Ama Arba Diallo, l'emblématique maire de Dori. Alors il hérite de son père sur le plan politique mais également sur le plan biologique. Mais comment est-ce que lui-même il a commencé sa carrière et aujourd'hui avec la situation que vit le Burkina Faso compte tenu des questions sécuritaires et de l'avènement du MPSR au pouvoir, comment est-ce qu'il voit sa carrière? Est-ce qu'il y a des alliances qui sont envisagées? Nous allons découvrir tout cela dans le cadre de cette émission. Encore une fois, nous disons bienvenue à M. Diallo. Merci M. Bougma. Merci de répondre présent à notre invitation. Alors, nous allons commencer cette émission en commençant par une découverte de votre personne. Vous êtes un homme politique, ça c'est connu. Vous avez officié en tant que député maire de Dori. Alors, quand on dit Aziz Diallo, il y en a qui disent « Ah, le petit de Arba Diallo », c'est un lourd héritage également que vous portez. Il y en a qui ont éloigné leur fiston, pour ne pas dire comme ça, loin des arcanes de la politique. Vous y étiez en plein pied. Et comment est-ce que tout cela a commencé? Et à l'origine, qui est Ahmed Aziz Diallo? Merci M. Bougma. Je commencerai par la dernière question. Je suis né le 9 septembre 1914 à Ouagadougou et fils de diplomate, donc j'ai suivi un peu dans les bagages de mon père lors de ses différentes affectations dans les différents pays du monde, donc ce qui m'a amené à vivre longtemps loin du Burkina Faso. Et par la suite, j'ai poursuivi mes études au Canada où j'ai rejoint en 1992. J'ai fait des études dans la ville de Québec et dans la ville de Montréal. J'ai fait des études en gestion et en informatique et j'ai fait une spécialisation en informatique. Et au début des années 2000, en février 2000, j'ai rejoint le système des Nations Unies. Donc mon premier poste, c'était en tant que volontaire en Sierra Leone où j'ai servi pendant 2 années. À la suite de la Sierra Leone, je suis revenu au Burkina. C'était en février 2002, après 2 années. Et en octobre 2003 plutôt, en octobre 2003, je suis reparti dans le système des Nations Unies. Cette fois-ci, j'étais affecté en Afghanistan. Donc j'ai fait 1 an et demi en tant qu'employé des Nations Unies dans la mission des Nations Unies en Afghanistan. Je n'étais pas militaire, mais dans toutes les missions onusiennes, vous avez un dispositif civil qui s'occupe un peu des relations avec le pays hôte, et notamment sur les questions de développement, les questions de reconstruction, et ainsi de suite. Donc j'ai travaillé en Afghanistan pendant 1 an et demi, et de l'Afghanistan, j'ai été affecté au Libéria. J'ai rejoint le Libéria en 2004, et j'ai officié là-bas pendant une dizaine d'années. J'ai démissionné du Libéria en janvier 2015 pour revenir définitivement au Burkina Faso. Donc je suis au Burkina permanemment depuis février 2015. Alors vous êtes du système des Nations Unies, vous avez été en Afghanistan. Quelles ont été les missions principales, votre boulot principal dans le système des Nations Unies? J'étais autant en Sierra Leone qu'au Libéria et en Afghanistan. Il y a une unité dans les systèmes des Nations Unies qui s'occupe de la gestion des programmes et gestion des fonds fiduciaires. Particulièrement en Afghanistan, à l'époque, vu la dégradation de la situation sécuritaire, vous avez beaucoup de partenaires internationaux qui avaient quitté l'Afghanistan pour des raisons sécuritaires et donc qui avaient confié les ressources qu'ils avaient à la mission des Nations Unies pour la gestion des programmes qui étaient en cours. C'était des programmes qui rentraient essentiellement dans la reconstruction de l'Afghanistan. Vous avez, pour les citer, vous avez un programme pour la reconstruction de l'armée afghane,
Vous avez aussi un programme pour la gestion de l'aspect humanitaire, le volet humanitaire, c'était suite au départ de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de la coordination des affaires humanitaires, le bureau de la coordination des affaires humanitaires. Vous avez aussi des fonds qui avaient été mis en place par différents bailleurs sur la gestion des catastrophes naturelles. Donc l'unité dans laquelle je travaillais s'occupait de la gestion de ces fonds, donc en collaboration avec les ONG internationales qui étaient chargées de la mise en œuvre de ces différents programmes et les autorités afghanes. Donc c'est le travail que j'ai fait essentiellement en Afghanistan, et c'est ce travail aussi que je suis venu poursuivre au sein de la mission des Nations Unies au Libéria pendant une dizaine d'années. Et là, c'était essentiellement la gestion des micro-projets que la mission mettait en place pour permettre au Libéria, pour permettre à certaines institutions de retrouver leur fonctionnalité normale après toutes ces périodes de guerre civile qu'ils ont eu à connaître. D'accord. Alors, on laisse pour le moment en Afghanistan pour parler toujours de votre expérience. Alors, les Nations Unies interviennent. C'est dans un État qui était en conflit. Comment est-ce que se fait la collaboration avec l'État et puis parfois les groupes armés? Bon, il faut dire que la plupart du temps, les opérations de maintien de la paix viennent à la suite d'accords de paix. Donc vous avez des accords de paix qui sont signés entre les belligérants et les Nations Unies viennent pour accompagner ce processus. Ce n'était pas des missions d'imposition de paix, mais c'est des missions de maintien de la paix pour accompagner des processus qui étaient approuvés. Donc le pilotage se faisait essentiellement par des autorités nationales, mais les Nations Unies avec la communauté internationale tombaient d'accord sur des mandats qui étaient attribués à la mission pour accompagner, pour la reconstitution et pour la mise à niveau, pour la reconstitution même la plupart du temps des institutions de ces différents pays, parce que pour l'essentiel c'était des pays, dans tous les cas c'était des pays qui sortaient de longues périodes de guerre civile, et donc tout était à reconstruire, autant au niveau des infrastructures qu'au niveau même des institutions de ces différents pays. D'accord. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent à la radio que notre invité, c'est M. Ahmed Aziz Diallo. C'est l'ancien député maire de Dori. Il est également le vice-président du PDS, le Parti pour la démocratie et le socialisme au niveau du Burkina Faso. Alors, nous poursuivons avec vous pour l'exemple afghan. Malgré suffisamment les moyens qui ont été déployés pour former l'armée afghane, elle n'a pas pu venir à bout des talibans. Avec la suite, on la connaît, les États-Unis ont plié bagages, mais c'est une armée qui n'a pas pu faire face à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est difficile de dire ce qui s'est passé, mais il faut comprendre que l'Afghanistan, c'est un pays très difficile avec des défis immenses. Ce n'est pas possible que des étrangers, même si c'est l'Organisation des Nations Unies, viennent imposer ou créer une paix sur laquelle les ressortissants du pays ne sont pas tombés d'accord. C'est un pays qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de crises, qui datent de très longtemps. Vous savez, avant que vous n'ayez l'Afghanistan, vous avez le Pashtunistan, qui était un peu, un point de vue géographique, c'est le Pakistan actuel et l'Afghanistan. Et donc, la colonisation, surtout les Anglais ont divisé les deux pays. C'est la ligne de Durand qui est établie entre les deux pays. Donc, vous avez des communautés qui se retrouvent de part et d'autre. Donc, vous avez des difficultés qui sont vraiment intrinsèques et des difficultés qui existent depuis cette période. Et les Nations Unies ne peuvent pas venir régler ce problème. Donc, les Afghans ont été mis devant leurs responsabilités. Ils ont organisé quand même des élections sous l'égide des Nations Unies, mais il faut regretter le fait que les problèmes étaient beaucoup plus ancrés, beaucoup plus profonds, et voilà, c'est ce qui a fait que ce qui a été engendré comme résultat était très moindre, et voilà pourquoi nous avons vécu cette détérioration de la sécurité. Donc c'est difficile de ramener la paix avec les armes. Il faudrait que au niveau de chaque pays, au niveau de l'Afghanistan, que les Afghans eux-mêmes tombent d'accord. Mais ce qui a fait défaut, pendant que certains étaient d'accord quand même pour faire des concessions, pour revenir dans un état normal, vous avez d'autres qui avaient quand même leurs obstinations, surtout sur le motif religieux, qui eux, il était important pour eux, vaille que l'Afghanistan soit un État islamique.
Et avec leur soutien extérieur, ils ont eu les moyens qu'il faut pour mener la guerre qu'ils ont voulu. Et c'est un système qu'on ne peut pas maintenir cela à distance. Les Américains ne pouvaient pas rester indéfiniment là-bas, ni les Américains ni la communauté internationale. Donc au finish, c'est ce que les Afghans ont voulu faire de leur pays, c'est ce qui est advenu. D'accord. Et pour l'exemple Sierra Leone. À Sierra Leone, vous avez un pays qui a connu une guerre civile et il y a eu des accords de paix. Les accords de paix ont été signés et par la suite, les Nations Unies ont été chargées d'accompagner ce processus-là. Donc, il y a eu tout un processus d'accompagner, à part la constitution des institutions. Il y avait aussi un programme de désarmement. Presque tout ce qu'il y avait comme soldats ont été désarmés, ont été avec des programmes aussi de réinsertion sociale qui a connu quand même un impact très positif. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la Sierra Leone est de retour sur l'échiquier des pays diplomatiques, des pays fréquentables. Après avoir connu tout ce qu'ils ont eu à connaître, une guerre civile atroce, mais les Sierra Leonais ont accepté de faire la paix et avec l'accompagnement des Nations Unies, ils sont où ils sont aujourd'hui. Alors, vous dites que vous aidez à la reconstruction. C'est sur quels sont les grands axes sur lesquels vous intervenez par rapport à cette reconstruction qui intervient naturellement après que les armes se soient tues? Bon, tout dépend des mandats, parce que les mandats des opérations de maintien de la paix sont attribués sont décidés au niveau du Conseil de sécurité. Et comme les pays ne sont pas exactement les mêmes, certains pays ont des priorités qui sont prises en compte, d'autres ont moins de priorités. Par exemple, quand vous arrivez dans un pays où presque toutes les infrastructures sociales et économiques ont été terrassées, tout naturellement que dans le mandat, vous allez avoir comme priorité la reconstitution de ces infrastructures-là. Surtout l'accompagnement. Ce n'est pas les Nations Unies qui viennent reconstruire, mais ils accompagnent ces pays parce que l'idée, c'est de remettre ces pays-là en selle pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent fonctionner, les accompagner pendant une période de temps, mais après quelques années, les Nations Unies se retirent. Ça s'est fait en Sierra Leone, ça s'est fait au Libéria et ainsi de suite, ça se fait aussi dans les autres, en principe dans les autres opérations de maintien de la paix qui ont du succès. Malheureusement, dans d'autres endroits, les succès ne sont pas comme ça a été le cas ni en Sierra Leone ni au Libéria. Quand on regarde le cas du Darfour, quand on regarde le cas du Congo, ou même à côté de la MINUSMA au Mali, des missions qui prennent encore plus de temps pour pouvoir avoir des résultats tangibles avant d'amorcer un désengagement des opérations de maintien de la paix. D'accord. Entre l'Afghanistan, la Sierra Leone et le Libéria, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, M. Diallo, dans l'exercice de vos fonctions au niveau du système des Nations Unies? Je dirais que l'exercice le plus difficile, c'était l'Afghanistan. Parce qu'il faut dire que je suis arrivé en Afghanistan en octobre 2002. C'est dans le contexte de l'invasion américaine après les attentats du 11 septembre. Le 11 septembre, c'était en 2001. Donc 2002, que les opérations militaires, surtout américaines, ont démarré en Afghanistan. C'est dans ce contexte que je suis arrivé. Absolument. Et donc, même j'étais basé à Kaboul, mais même à Kaboul, la sécurité était très, très difficile. Même pour votre propre sécurité physique, votre intégrité physique, il fallait prendre beaucoup de mesures. Vous étiez constamment menacé. À l'époque, la ville était assiégée régulièrement par les talibans. La ville de Kaboul est encerclée par des collines. Donc ce qui se passait, c'est que nuitamment, il y avait des roquettes qui étaient lancées à partir de ces collines vers la ville. Ils visaient les installations, que ce soit la base américaine ou l'ambassade américaine, ainsi de suite, mais ces roquettes, elles tombaient partout en ville. Donc il arrivait que nuitamment, vous êtes réveillé par des bruits de roquettes, par des roquettes qui sont tombées à quelques mètres de votre domicile. Donc ça, c'était la partie la plus difficile. Mais c'était quand même, paradoxalement, c'était la mission aussi où j'ai beaucoup appris, où j'étais le plus exposé à ces questions de reconstruction et surtout de relations entre les Nations Unies et les États. Mais j'ai beaucoup plus appris à cette période aussi, comparativement aux autres missions. Alors, oui, vous avez beaucoup appris. Qu'est-ce que vous avez appris en termes d'éléments concrets sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez appris? Bon, vous savez, à l'école, on vous apprend les mécanismes de gestion de projet, de gestion de programme. Mais quand vous arrivez dans des situations comme ça, tout ce que vous avez appris à l'école, c'est peut-être un dixième de ce à quoi vous faites face. C'est à l'exercice de ces fonctions dans ces zones difficiles que vous apprenez à travailler dans ces contextes-là. C'était surtout ça la délicatesse, parce que quand vous êtes gestionnaire de projet à Kaboul, vous ne faites pas la même chose que celui qui est gestionnaire de projet à Genève ou à Abidjan ou à Ouaga. Donc il y a beaucoup de mécanismes qu'il faut vous intégrer
surtout dans vos relations avec les populations locales. Vous ne parlez pas, vous ne leur parlez pas comme s'ils étaient dans un pays normal entre guillemets, mais vous devez intégrer le fait que c'est des pays qui ressortent d'une guerre civile, d'États qui ont failli complètement, des États qui étaient carrément déconstitués. Donc les approches diffèrent. Et ce que vous pouvez faire en temps normal en 3 mois, 6 mois dans un contexte relativement normal, là il faut prendre plus de temps, il faut être beaucoup plus délicat dans l'approche et dans les mécanismes pour vous assurer que ce que vous faites, parce que ce n'est pas vraiment venir mettre en œuvre des projets, mais c'est aussi capaciter les locaux pour leur permettre de se remettre, pour que les institutions puissent commencer à fonctionner. Donc je me rappelle qu'en Afghanistan, on avait affaire à des ONG qui venaient à peine de naître, mais il fallait, parce que c'est elles qui avaient les aptitudes pour aller travailler à l'intérieur en province, que ce soit à Jalalabad, dans Mazar et Sherif, dans des zones qui étaient vraiment inaccessibles en 2002 pour les étrangers. Mais il fallait leur permettre, eux, de leur donner les moyens de pouvoir aller travailler pour les populations afghanes dans ces zones-là, pour mettre en œuvre des projets dans le domaine humanitaire. Donc c'était une mission qui était très délicate, mais c'est une mission à travers laquelle j'ai beaucoup appris. Alors, est-ce que, d'un point de vue de la collaboration avec la population, ça a été aussi facile, que ce soit en Afghanistan, Sierra Leone ou au Libéria? Ça n'a pas été facile dans tous les endroits. Ça a été peut-être moins facile en Afghanistan qu'ailleurs, parce que la perception que les uns et les autres ont des étrangers n'est pas la même. Autant en Sierra Leone et au Libéria, il y avait un accueil massif des étrangers, parce que c'est des pays qui avaient traversé une très grande guerre, des guerres civiles dévastatrices, et l'espoir est né quand même avec les accords de paix qui ont été signés dans ces différents pays, et pour permettre de construire. Donc il y avait quelque part une acceptation de l'étranger, mais ce n'était pas vraiment le cas en Afghanistan. Le peuple afghan, c'est un peuple très respectable, très digne, mais très réservé. Il n'est pas très ouvert, il n'a jamais eu confiance à l'étranger comme dans les autres pays. Il y avait toujours une certaine réticence, donc il fallait prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir avoir un résultat quelconque. Mais dans le même temps, l'Afghanistan, c'est un pays qu'on dit imprenable. La Russie n'a pas pu s'en tirer, les États-Unis pareil. Pour vous, qu'est-ce qui fonde cette force? Je pense que c'est une question de géopolitique. L'Afghanistan est situé dans une zone quand même où vous avez toutes ces influences. Vous avez cité la Russie qui avait intervenu en Afghanistan mais qui a dû se retirer. Les Américains aussi ont dû se retirer par la suite. Il faut se dire que vous avez des puissances régionales qui voient d'un mauvais œil une présence, que ce soit une présence russe ou une présence américaine dans cette zone-là, qui voient à travers cela des menaces. Et donc ce sont ces pays-là, il faut le dire, qui soutenaient quand même les talibans, qui ont soutenu les talibans pour leur permettre d'arriver aux résultats auxquels ils sont arrivés aujourd'hui. Donc ce sont ces influences, je mettrais ça sur le dos des influences régionales, des questions vraiment des géopolitiques mondiales qui ont fait que ces missions-là ne pouvaient pas réussir. Quelles sont ces États? Je ne peux pas les citer, je n'ai pas de preuves dans les mains, mais bon, quand vous suivez un peu la géopolitique dans la zone, vous voyez que des pays comme l'Iran, l'Iran fait frontière à l'Afghanistan, donc vous pouvez imaginer que l'Iran verrait d'un mauvais œil une présence, non seulement une présence militaire américaine, mais encore moins une présence d'un gouvernement favorable aux Américains à leurs frontières, et ainsi de suite. C'est valable pour l'Iran, mais c'est valable pour d'autres pays, pour le Pakistan aussi, pour d'autres pays qui sont aux environs, qui estiment qu'ils devraient se protéger et donc avoir une influence sur ce qui se passerait aussi du côté de l'Afghanistan. Vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Truth TV. Notre invité, c'est monsieur Ahmed Aziz Diallo, donc vice-président du PDS, parce que votre parti n'a pas de premier vice-président, vice-président du PDS. Nous poursuivons cette émission. Alors, malgré que vous avez fait le système des Nations Unies, vous avez préféré raccrocher pour rentrer au Burkina Faso et assumer des charges politiques. D'où est venu c'est vrai que d'où est venu votre engagement au niveau de la politique? Bon, il faut dire que je venais régulièrement au Burkina, à chaque fois que j'avais l'occasion, à travers les vacances ou les congés. Et donc je suivais aussi la carrière politique de mon défunt père.
Et donc, depuis 2002, je m'arrangeais pour qu'à chaque fois qu'il y avait une échéance électorale, que je puisse prendre mes vacances à cette période pour venir participer. Donc, depuis 2002, j'ai participé à toutes les campagnes électorales. Et en septembre 2014, j'étais en poste au Libéria, j'ai pris un congé. Je suis venu au Burkina, donc j'étais là au moment où le malheureux incident s'est passé avec le décès de mon défunt père. Et donc par la suite, je me suis posé des questions. Je me suis demandé est-ce que c'était opportun pour moi de repartir encore dans le système des Nations Unies. Déjà pour des raisons familiales, je me suis dit que la famille, c'était important que je reste encore plus proche de la famille. C'était la première motivation. Donc c'est ce qui m'a amené à réfléchir. Et par la suite, je me suis dit aussi qu'avec toutes les actions que le défunt avait menées, surtout au niveau de Dori, j'estimais que j'étais en mesure aussi d'apporter ma contribution pour pérenniser quand même ces acquis. Parce qu'on a tous vu comment il s'est sacrifié pour Dori. Et donc je me suis senti un peu dans cette position que je devais aussi, le moment était venu pour moi aussi de revenir et voir ce que je pouvais aussi faire, m'impliquer avec les camarades qui étaient déjà là, qui faisaient déjà un bon travail autant à Ouaga qu'à Dori, et venir aussi apporter ma pierre. C'est à la suite de cette réflexion que j'ai décidé de démissionner du système des Nations Unies. Et donc d'abord j'ai pris un congé sans solde pour cette période de réflexion, et en janvier 2015 ma décision a été prise, donc je suis reparti pour rendre ma démission et pour revenir définitivement au Burkina. Alors, mais c'est un lourd héritage à porter avec le recul. Vous estimez que vous avez bien fait de revenir, ou bien il y a des regrets quelque part d'avoir quitté le système des Nations Unies? Non, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Je suis très fier de ce que mon défunt père a fait, et je suis très fier du fait que j'ai eu l'opportunité de revenir pour essayer de poursuivre cela. Bien sûr, j'aurais pu rester aux Nations Unies avec tous les avantages que vous pouvez imaginer, mais je n'aurais pas eu la conscience tranquille. Parce qu'à chaque fois, je me serais demandé, Dori, qu'est-ce qui advient? Parce que même quand vous rencontrez ses amis à l'extérieur, la première chose qu'ils vous demandent, comment ça va à Dori? Et parfois même, ils vous citent certains des projets emblématiques sur lesquels ils travaillaient. Ils disent, et la mare de Dori, et tel projet, des projets qui étaient très chers aux défunts et qu'il avait apporté partout avec lui lors de ses missions. Donc je suis fier d'avoir pris cette décision, je n'ai aucun regret de l'avoir prise, et je pense que c'était une opportunité que j'ai eue de pouvoir travailler. Je salue au passage ses camarades à lui qui étaient là, qui ont poursuivi les œuvres et qui ont accepté de m'intégrer dans la formule qu'ils avaient pour qu'on puisse ensemble continuer à travailler pour pérenniser les acquis de ces longues années d'investissement. Est-ce qu'auparavant vous aviez milité dans des partis politiques ou dans des mouvements à caractère politique? Non, je n'avais pas milité en tant que tel. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait les différentes campagnes avec le parti du papa, le PDS, après qui était le PDS Medba, et ainsi de suite, qui est revenu après au PDS. Je participais surtout à Dori avec les instances du parti, surtout les structures de jeunesse du parti au niveau de Dori. Et donc j'ai battu les différentes campagnes et j'étais assez impliqué sans être formellement membre de ces structures-là. Est-ce que l'accueil a été favorable, a été facile, pour ne pas dire l'intégration? C'est vrai que vous veniez régulièrement en congé pour prendre part aux campagnes, mais quand il s'est agi véritablement de se lancer dans l'arène pour assumer ces charges-là, est-ce que ça a été facile d'un point de vue avec les autres membres du parti qui ont accompagné votre papa, mais qui devraient également dans ce sens-là vous accompagner dans le cadre de votre mission? Est-ce que ça a été facile? Pour l'essentiel, ça a été facile. Pour l'essentiel, cette décision a été bien acceptée. Bien sûr, il y a eu quand même certaines réticences, mais au finish, avec l'ensemble avec les membres, pour l'essentiel, les membres, l'ossature du parti, que ce soit au niveau de Dori ou même au niveau central à Ouaga, pour l'essentiel, cela a été bien accepté. Comme je dis, il y a quand même eu des réticences. Il y a eu des réticences. Il y en a qui ont estimé que ce n'était pas opportun que je vienne et que j'occupe ces postes, ainsi de suite. Donc ils ont décidé, pour certains, ils ont décidé d'aller voir ailleurs. Ils sont partis et voilà. Et nous avons quand même continué. Nous avons fait le travail que nous estimions devoir faire. Nous avons fait les différentes campagnes électorales et nous sommes allés vers les populations. Nous sommes présentés aux différentes échéances. Okay. Alors,
À l'arrivée, quelles ont été les priorités de votre magistère? Vous venez en 2015, déjà eu une élection que vous remportez. 2020, vous rébellotez, c'est vrai, mais quels ont été vos tout premiers grands chantiers d'envergure que vous avez enclenchés au niveau de Dori? Au niveau de Dori, l'objectif premier, c'était la pérennisation des acquis. Vous savez, le défunt, comme je disais tout à l'heure, il s'est tellement investi, il a engrangé en termes de développement local des acquis qu'on n'avait jamais vu et même espéré à Dori. À travers son investissement personnel, l'investissement de certains partenaires, et ainsi de suite. Donc, mon premier objectif, c'était de maintenir cela. Déjà, aller vers les populations pour qu'elles ne se découragent pas, pour qu'elles se disent que nous sommes là et que l'objectif, c'est de continuer à travailler sur ce qui avait déjà été fait, de pérenniser ces acquis-là. Il fallait aussi aller vers les partenaires pour les rassurer. Il y en a qui avaient déjà pris des engagements qui étaient en cours, tout naturellement, qui pourraient avoir des inquiétudes. Donc, il fallait rassurer ces personnes-là. Et ça, c'était surtout après la période de la transition. Parce qu'après son décès, nous avons eu cette période de transition qui a vu en place les délégations spéciales avant les élections. Et donc, nous sommes entrés un peu dans cette logique pour suivre les chantiers de développement qu'il avait lancés. Mais surtout, l'approche qu'il avait mise en place où la population était vraiment mise au centre et les intérêts de la population étaient vraiment déterminants dans toutes les actions, dans tout ce qu'il avait comme orientation au niveau de la mairie. C'est ce chemin que nous avons poursuivi. Nous sommes investis dans le même sens. Nous avons eu quand même à faire beaucoup de réalisations. C'est pas facile de succéder à quelqu'un de cette envergure, avec cette carapace, je le concède. Mais nous avons fait de notre mieux. Donc en 2015 déjà, c'est sur ce thème que nous avons battu campagne. Le mandat de 2015 ne nous appartenait pas. Le mandat de 2015, c'était le mandat du défunt. Parce que personne n'a voté pour moi parce que je m'appelais Aziz Diallo, mais les gens ont voté pour moi parce que j'étais le fils de Abba Diallo. Et donc il fallait perpétuer cette mémoire, il fallait lui rendre hommage. Et donc c'est ce que nous sommes évertués à faire depuis 2015 et 2016 au niveau de la mairie. Et nous sommes fiers de ce que nous avons réussi à faire au niveau de la mairie, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Mais nous avons engendré quand même des résultats qui étaient assez intéressants, assez probants. Et c'est sur cette lancée que nous étions jusqu'à présent. Mais la plus grosse difficulté, c'était quoi? La plus grosse difficulté, je peux dire que c'est le contexte. Le contexte national, le contexte régional. Parce que vous êtes dans une zone quand même où les difficultés, les besoins sont immenses. Les populations, vous sentez que, vous voyez les limites de ce que nous avons eu comme politique de développement dans notre pays. Parce que si même encore, autant en 2015-2016 qu'au jour d'aujourd'hui, on vous parle encore des difficultés d'accès aux services sociaux de base. On vous dit qu'il y avait encore des populations qui parcourent des kilomètres pour pouvoir avoir accès ne serait-ce qu'à de l'eau. Ne parlons même pas des soins de santé, et que la priorité des populations se situe toujours à ce niveau, c'est que vous vous demandez ce qu'on a fait quand même pendant très longtemps. Donc il fallait toujours répondre à ces questions primordiales en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, mais aussi essayer de donner quand même une orientation, de planifier quand même, donner une certaine vision au développement d'une ville comme Dori, qui est une grande ville avec beaucoup de potentiel, le potentiel de la région. Donc il fallait travailler dans ce sens. Donc le plus grand défi, mais parce que parallèlement à ces défis aussi, vous n'avez pas des ressources illimitées. Les ressources sont quand même assez limitées. Et quand vous regardez ce qu'il y a comme transfert de ressources de la part de l'État central vers les collectivités, à l'époque on était à un taux de 3 ou 4%. Avec 3-4% avec les ressources que vous n'avez, vous ne pouvez pas prétendre régler tous les problèmes des populations. Donc il fallait aussi faire cette éducation vers la population, les sensibiliser au fait que nous devons regarder ce qui est prioritaire et nous devons nous investir sur ce qui est prioritaire, parce qu'on ne peut pas régler les problèmes d'une commune comme Dori, parce que la commune de Dori, c'est 78 villages. C'est quand même assez important. Et donc quand vous imaginez ce qu'il y a comme difficulté et que vous mettez ça à l'échelle de la commune, les ressources dont vous avez besoin ne sont jamais disponibles pour le faire.
D'accord. Monde politique avec Ahmed Aziz Diallo se poursuit sur nos antennes. Alors, nous allons passer à la situation actuelle dans laquelle se retrouve notre pays. Pour plusieurs observateurs, ce n'est que l'aboutissement d'une situation qui date depuis longtemps. Est-ce que depuis Dori, vous aviez vu des signes avant-coureurs, avant 2015, de ce qu'il y avait déjà des velléités d'attaques terroristes ou d'incursions terroristes dans cette zone? Non, à Dori, nous n'avons pas vu qu'il y avait des velléités. Nous voyons ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, du côté du Mali. Mais nous disions que la meilleure chose qu'on pouvait faire à Dori, comme au Burkina, dans la sous-région, c'était de mettre l'accent sur les questions de développement. Parce que quand vous voyez un peu le terreau qui a facilité cette succession d'événements, que ce soit du côté du Mali et par la suite du côté du Niger et du Burkina, à la base, c'est les questions de développement. À la base, c'est les questions qui sont essentielles à la construction d'une nation. Vous avez des populations qui se sentent marginalisées et cela est propre un peu à toutes ces bandes frontalières, que ce soit du côté du Burkina que du côté du Mali et Niger. Paradoxalement, dans nos pays, c'est ces zones-là qui sont le plus abandonnées par l'État central. Et donc tout ce que vous avez comme statistique au niveau national, quand vous arrivez à ces endroits, ces statistiques-là ne s'appliquent pas. Vous avez les taux d'accès aux services sociaux de base les plus faibles, les taux de pauvreté les plus élevés, et ainsi de suite, pour plusieurs facteurs. Et donc nous, la logique, c'était vraiment de travailler sur les questions de développement. C'est ce qu'on pouvait faire pour prévenir cela. Parce que quand vous voyez des jeunes prendre des armes au niveau de la région ou ailleurs, ce n'est pas essentiellement pour des questions d'endoctrinement ou des questions idéologiques. Pour l'essentiel des cas, vous avez affaire à des jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont aucune perspective ni pour midi aujourd'hui, ni pour midi demain, ou encore moins à long terme. Et donc, c'est des jeunes qui sont très vulnérables. Donc, vous avez eu affaire à l'exploitation un peu de cette vulnérabilité par ces groupes armés. C'est pour ça que vous avez beaucoup de jeunes qui ont recruté. Donc, l'idée, c'était de permettre à ces jeunes quand même de retrouver dans la dignité une occupation saine qui leur permette de rester dans la République, de rester dans leur communauté et de contribuer au développement de leur communauté plutôt que de prendre les armes. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, la situation, elle n'est pas, si Dori n'est pas coupée de Ouagadougou, ça semble être ainsi compte tenu des attaques sur l'axe. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on accède à Dori? Est-ce que c'est aussi aisé d'y accéder? Non, ce n'est pas aisé du tout. Bon, il faut dire quand même que les sociétés de transport continuent jusqu'à présent de faire le trajet. Donc vous avez beaucoup de départs dans les deux sens, ce qui est quand même acceptable, ce qui est quand même encore encourageant. Mais c'est tout. C'est uniquement ces sociétés-là ou les véhicules sous escorte qui peuvent encore prendre ce trajet. Vous ne verrez pas de particuliers prendre ce trajet. C'est surtout un tronçon c'est surtout le tronçon Kaya-Dori qui est très menacé. Nous avons vu ces dernières semaines une recrudescence des attaques sur cet axe-là, et malheureusement qui ont causé la perte de plusieurs de nos forces de défense et de sécurité et même de populations civiles. Il faut regretter cela. C'est ça. Dori sent un peu l'étau se resserrer autour, comme Djibou à l'époque. Et donc tous les axes majeurs qui mènent à Dori, que ce soit l'axe de Ouaga, que ce soit l'axe de Gorom, l'axe de Gorgadji, l'axe de Seba ou l'axe de Setanga, frontière du Mali, toutes ces zones-là aujourd'hui, vous pouvez à peine faire 2 km en dehors de la ville de Dori sans être menacé. D'accord. Nous poursuivons avec cette émission dans le cadre du dialogue qui a été lancé par le gouvernement actuel. Ils disent que ce n'est pas de la négociation, ils disent que c'est du dialogue. Qu'en pensez-vous? Bon, le dialogue est nécessaire. Parce que vous verrez que toutes les guerres dans le monde entier, toutes les guerres que le monde a connues, terminent toujours par le dialogue. Et donc il faut toujours saluer quand il y a des initiatives de dialogue. Mais maintenant, il faut bien définir les cadres de ce dialogue et les limites de ce dialogue. Je salue cette décision du gouvernement
Et on espère que c'est une décision qui va porter fruit, mais il faut donner beaucoup de chance à ce dialogue-là de réussir. Parce que vous avez aujourd'hui une situation où beaucoup de jeunes ont pris des armes, beaucoup ont été manipulés, beaucoup aussi ont pris des armes parce qu'ils se sentaient menacés. Et donc ces personnes-là, le dialogue c'est bon, mais est-ce que le dialogue seulement va suffire pour amener à convaincre des jeunes de déposer les armes et de revenir dans la République? Il faut se poser des questions là-dessus. Il faut se demander, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que ce dialogue-là soit accompagné par beaucoup d'autres mesures encore plus fortes, avec une implication plus forte de l'État, pour que cela puisse avoir un effet. Parce que sinon, ma crainte, c'est que l'effet soit un peu mitigé. Parce que si vous regardez un peu l'étendue du problème aujourd'hui dans la région du Sahel, la quantité de jeunes qui ont pris les armes, il ne faut pas penser qu'avec le dialogue, vous allez pouvoir régler tous ces problèmes. Le dialogue est bon, certes, mais il faut aller au-delà du dialogue. Il faut en mettre tout un programme de réinsertion sociale pour ces jeunes-là, pour leur permettre d'envisager un retour dans la République sans avoir une crainte d'être poursuivis devant les tribunaux ou même des craintes de représailles par les communautés. Donc ce dialogue-là doit aller dans tous les sens. Mais aussi, il faut faire attention avec le programme de réinsertion, parce que si vous amenez un programme et que vous voulez réinsérer ceux qui ont pris les armes, et ceux qui n'ont pas pris les armes, qui sont là aussi, qui continuent de souffrir le martyre, si vous ne les prenez pas en compte, donc vous risquez d'avoir des difficultés dans votre processus. D'accord. Alors, cette fois-ci, M. Diallo, nous allons parler de la politique. Après le coup d'État qui est arrivé, certainement vous avez pu tirer leçon de cette situation. Alors, aujourd'hui, quelles leçons tirez-vous? Parce que vous étiez de la majorité. Aujourd'hui, les pendules ont été remises à l'heure. Alors, il n'y a plus de majorité en tant que telle, ni d'opposition en tant que telle, mais il y a tout de même des leçons à tirer. En tant qu'homme politique, quelles leçons tirez-vous? Oui, quelque part, il faut se dire la vérité. Si nous en sommes arrivés là, c'est qu'il y a eu un échec, quelque part, du politique. Il faut que, en tant que pays, nous remettions en cause toute la politique que nous avons mise en œuvre et toutes les décisions qui ont été prises, les orientations que nous avons données sur les questions de développement dans notre pays. Parce que moi, je ne peux pas dissocier l'échec sur les questions de développement avec la détérioration de la question sécuritaire. Donc, à mon avis, c'est parce que le politique a échoué sur les questions de développement que nous en sommes arrivés là. Donc il faut accepter sa part de responsabilité, il faut l'assumer, se remettre en question, mais surtout en tant que nation, décider de l'orientation que nous allons donner maintenant à notre pays. Comment est-ce que nous allons aujourd'hui, nous prions bien le bon Dieu et nous espérons qu'avec l'appui de nos forces de défense et sécurité et toutes les différentes couches de la population, que nous allons revenir à un état normal où les uns et les autres pourront vaquer à leurs occupations. Mais quand nous en arriverons là, il faut se demander maintenant, il faut surtout se dire qu'il ne faut pas refaire les choses comme nous avons l'habitude de les faire, mais qu'il faut changer d'approche pour pouvoir avoir un impact, parce que nous avons vu les limites des approches que nous avons eues dans le passé. Donc il faut faire ce travail-là de manière collective. Nous avons des responsabilités individuelles et collectives. Il faut tous accepter, se remettre en cause pour se demander maintenant qu'est-ce que nous devons faire de notre pays, comment est-ce que nous devons agir pour que les populations et les politiques puissent se retrouver et surtout avoir une bonne vision, une vision commune de développement et donner une bonne orientation pour que notre pays aille au-delà de ce que nous sommes, parce que où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas reluisant. Après plus de 60 années après nos indépendances, que nous sommes toujours avec les défis auxquels nous faisons face, c'est un échec. Et donc c'est une opportunité pour nous de remettre tout cela en question et de donner un nouveau sens à la politique, et la manière dont elle est faite dans notre pays, et surtout donner une bonne orientation pour les questions de développement de notre pays. Alors, mais pour le chef de l'État, lors de cette toute première rencontre avec les différentes entités sociales, à la rencontre avec la classe politique, il a affirmé que c'est la classe politique qui est à 100% responsable d'une telle situation. Est-ce que vous êtes du même avis que c'est le politique qui a échoué et que c'est le politique qui est vraiment responsable de cette situation? Bon, je n'ai pas mémoire qu'il ait dit que le politique est responsable à 100%. Le politique a une part de responsabilité à jouer, oui, mais c'est le politique qui est beaucoup plus responsable. Bon,
ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que d'essayer de pointer du doigt une classe au-delà de l'autre, je ne serais pas d'accord. Surtout que nous sommes dans une situation quand même sécuritaire. Le politique, moi, je pourrais arguer pour dire que voilà, le politique a fait ce qu'il pouvait faire pour permettre à l'armée d'aller combattre. Mais maintenant, l'armée aura un autre son de cloche à sonner. Je pense que nous avons une responsabilité collective. Ce ne serait pas intéressant aujourd'hui dans notre pays que nous commençons à pointer du doigt un vis-à-vis de l'autre. Le politique comme l'armée, chacun a sa part de responsabilité. Il faut assumer cette part de responsabilité. L'armée peut bien venir aujourd'hui. L'armée est revenue aux affaires. L'armée dirige le pays. Donc, nous attendons de voir. Si effectivement c'était le politique qui était fautif et le politique qui a conduit le pays où nous sommes aujourd'hui, nous souhaitons que l'armée réussisse. Mais si l'armée réussit, ils donneront plus de mots à cet argument-là. Mais sinon, de mon point de vue personnel, moi j'estime que nous avons une responsabilité collective. Autant le politique que l'armée, chacun a failli quelque part pour que nous en arrivions où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Alors, avec d'autres partis politiques, vous aviez signé en son temps une déclaration après l'attaque d'Inata où vous interrogez sur le rôle au niveau de l'armée. Est-ce que c'est de la complicité, c'est de l'incompétence ou bien c'est tout simplement du sabotage ou bien c'est tout simplement du sabotage, mais après l'avènement après ce qui s'est passé, avec le recul, quand vous êtes retrouvés encore pour analyser la situation, est-ce que vous êtes parvenus aux mêmes interrogations? Bon, il ne s'est pas agi de faire une étude ou de faire un diagnostic sur le fonctionnement de l'armée ou les événements qui ont amené au processus au putsch. Nos premières déclarations déjà datent d'après les événements malheureux d'Inata. Et par la suite, nous étions plus dans une logique de contribution, de construction d'une offre politique plutôt que d'une analyse ou dirais-je, de situation de responsabilité entre militaires et civils sur les responsabilités des uns et des autres. Donc c'est dans cette logique que nous avons déjà commencé à travailler, comme je l'ai dit avant les événements d'Inata. Et avec ces partis politiques, nous avons estimé qu'ensemble on pourrait continuer à travailler. Nous sommes dans une logique d'alliance pour l'instant avec ces 4 autres formations politiques. Et l'objectif, c'est à terme d'arriver à une fusion l'objectif, ce n'est pas d'arriver à une fusion, mais l'objectif, c'est d'offrir une perspective, d'offrir une voie politique au Burkinabé. C'est de construire une offre politique qui se base sur ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris, les leçons que nous avons tirées des échecs, mais aussi de ce qu'il y a eu comme succès dans la politique, de la manière dont elle est faite dans notre pays. Donc ce sont ces formations politiques qui ont décidé de rentrer en alliance dans la perspective d'une fusion dans les semaines, dans les mois à venir. Et vous êtes à quel niveau exactement de cette démarche, pour ne pas dire de cette convergence commune? Non, nous sommes à une étape assez avancée. Nous allons dans les jours à venir formaliser l'alliance et nous avons convenu d'activités que nous allons mener ensemble, autant au niveau central qu'au niveau région, pour que nos différentes formations politiques puissent se consolider avant que nous allions formellement à la fusion, mais que la fusion devrait intervenir aussi très bientôt. Pourriez-vous nous rappeler ces partis? Il s'agit donc avec le Parti pour la démocratie et le socialisme, dont je suis le vice-président. Nous avons le mouvement Sens, nous avons l'APR Tilgré, nous avons aussi le PUR et aussi le PARAN. Donc ce sont ces 5 formations politiques qui sont aujourd'hui dans cette logique d'alliance, dans cette logique de construction d'une offre politique. D'accord. Une offre politique qui sera de la gauche ou de la droite? Sur le plan idéologique, ou bien vous n'êtes plus à ce stade? Je pourrais dire à gauche, nous sommes essentiellement des partis de gauche, mais nous avons un parti de nôtre qui ne se définit ni de gauche ni de droite, mais nous partageons les mêmes idéaux. Les idéaux, c'est des idéaux, nous disons que nous sommes des formations progressistes qui avons une offre progressiste à construire.
Donc, je ne dirais pas une offre à gauche, mais aujourd'hui, c'est difficile de faire la politique autrement que de se baser sur la gauche dans notre pays. Parce que quand vous parlez de gauche, vous parlez quand même essentiellement les politiques de gauche sont basées quand même sur le social. Et c'est sur le social que nous avons des difficultés dans notre pays. Quand vous allez avoir des populations qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à des moyens de production pour construire un peu leur économie, leur vie, vous êtes à gauche. Et donc aujourd'hui, si vous venez parler d'autres choses dans notre pays aujourd'hui que ces questions-là, les populations vous diront assez rapidement que vous êtes hors sujet. Il y en a qui disent qu'ils sont pragmatiques, d'autres se réclament panafricains. Justement, les contenus de ces deux entités-là, ça veut dire quoi exactement? Vous qui êtes sur le terrain politique, il y en a qui disent qu'ils sont pragmatiques, ils ne sont ni de la gauche ni de la droite, ils sont plutôt pragmatiques. D'autres disent que nous nous réclamons panafricains. Est-ce qu'il y a des valeurs ou des principes fondamentaux qui guident ces choix-là? Bon, à partir du moment où quelqu'un se dit panafricain, c'est une idéologie. On se dit panafricain quand on prend conscience que dans le contexte mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'Afrique a intérêt à s'unir, l'Afrique a intérêt à se tendre la main, à constituer elle-même une force commune, un marché commun, une force politique commune, une force sociale commune. Et nous sommes de ceux-là, nous sommes de ceux qui estiment que notre avenir se dessine à l'intérieur du continent. Il faut mener cette lutte à l'échelle du continent pour, à l'image de nos devanciers, notamment le président Sankara, qui était un grand panafricaniste, à l'image du président Nkrumah au Ghana voisin. Nous nous inscrivons sur cette lignée-là, parce que l'émancipation, à terme, ne viendra qu'à travers cette constitution continentale de notre pays pour les défis, les enjeux du monde à l'heure actuelle. Alors, nous voyons tous. Autrement, vous le réclamez souverainiste, nationaliste? Nous nous réclamons panafricanistes. Souverainiste, nationaliste, il faut toujours, quand vous êtes panafricain, il faut accepter quelque part de céder une partie de votre souveraineté et de votre nationalisme pour construire l'Afrique. Vous ne pouvez pas être panafricaniste et nationaliste. Donc, panafricaniste, c'est nationaliste à l'échelle du continent. Donc, notre vision est continentale. Nous avons une lecture des enjeux au niveau continental et nous avons une lecture des perspectives, des opportunités au niveau continental. Et nous estimons que l'Afrique a intérêt à prendre cette direction-là pour pouvoir s'en sortir, pour ne pas continuer à être un peu le terrain de jeu ou le terrain ou la banque alimentaire ou la banque d'énergie du reste du monde. Alors, lors de la dernière campagne présidentielle et législative, nous avons vu le mouvement Sens dans son offre qui parlait d'intégrer un certain nombre de nos valeurs culturelles dans le droit positif, parlant de la dénomination des prénoms, parlant de la revalorisation, pour ne pas dire la légalisation du mariage traditionnels, des gens qui sont mariés depuis 20 ans mais qu'on déclare toujours célibataires alors qu'ils ont des grands-enfants, ils ont des petits-fils, mais sur un papier quelqu'un écrit célibataire alors qu'ils ne le sont pas parce que c'est la forme de mariage seul effectivement qui diffère. Alors comment est-ce qu'on intègre ces aspects culturels qui sont aussi les aspects culturels de chez nous dans le droit positif, parce que ça fait débat aujourd'hui. Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, il y en a qui estiment que c'est trop tard de revenir sur ces questions-là. Pour vous, est-ce qu'il est tard réellement de revenir sur ces aspects? Non, je ne pense pas qu'il est tard. Je pense que les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui nous ramènent au fait que nous devons nous approprier ces questions-là, les questions de nos droits. Vous savez, que nous avons un pays qui avait quand même ses richesses, pas seulement nous, même tous les autres pays africains qui avaient ces richesses qui datent de très longtemps. Nous avons des valeurs, nous avons nos coutumes, nos cultures. Et ces coutumes et ces cultures, aujourd'hui, elles sont en mesure de nous sortir des difficultés auxquelles nous faisons face. Plus nous nous éloignons de ces valeurs ancestrales que nous avons, plus nous faisons face à des difficultés. Donc moi je suis favorable, je salue le mouvement Sens qui a eu ces brillantes idées, qui les a intégrées, qui les a mises vraiment sur le plateau au niveau du débat national.
Et nous avons tout intérêt à ce que tout ce que nous faisons, nous avons comme politique, soit basé sur ces valeurs, sur nos coutumes, sur nos cultures. Et à ce moment, nous pourrons, en tant que peuple, nous y identifier beaucoup plus, plutôt que d'avoir l'intérêt que ce sont des politiques qui nous sont parvenus d'ailleurs au-delà de nos frontières, auxquelles nous nous identifions, et parfois qui ne sont pas compatibles avec nos valeurs à nous-mêmes. Ces questions-là existent, et ces questions-là viendront, mais il nous faut à chaque fois intégrer le fait que nos coutumes et nos valeurs, nous ne devons pas les rejeter au profit de principes qui nous sont étrangers pour l'essentiel. Et tant que nos politiques ne seront pas basées sur ces valeurs-là, à chaque fois nous allons avoir des conflits, nous allons nous trouver dans des situations où voilà, les coutumes disent telle chose, mais les lois qui nous sont étrangères pour l'essentiel disent telle autre chose. Et si nous adoptons ces lois ne sont pas conçues sur la base de nos valeurs. Donc nous devons intégrer cela, nous devons trouver le moyen de refléter ces valeurs-là et ces coutumes dans les lois que nous adoptons. C'est possible, ça s'est fait ailleurs et ça pourrait très bien se faire dans notre pays. Vous allez dans certains pays d'Asie du Sud ou même d'Amérique latine, vous n'aurez pas l'impression que c'est des pays qui ont vu toute leur histoire du jour au lendemain remettre en cause au profit de nouvelles sciences ou de nouvelles politiques qui sont venues d'ailleurs. D'accord. Alors, en tout cas, c'est sur ces notes que nous allons mettre fin à cette émission, parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Nous allons vous dire merci d'être venu. Merci encore pour la disponibilité. Et puis, les portes de cette émission vous sont toujours ouvertes. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous étions avec Monsieur Ahmed Aziz Diallo, vice-président du PDS, ancien député maire de la ville de Dori. Au revoir et bien des choses chez vous. Tous nous remercions également à l'équipe de réalisation.